Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Et Dieu créa la femme, un film de Roger Vadim. D'abord, pour commencer, on dirait que les femmes veulent une autre image, et nous l'avons vu. Il y a un mouvement de la nouvelle vague française qui a été énuméré par de nombreux réalisateurs après la Seconde Guerre mondiale, et cela a pour but de changer un peu les choses. Il existe de nouveaux styles cinématographiques, tels que le travelling, les utilisations de lumière et le néoréalisme, etc. Cela nous invoque à penser d'une autre manière, c'est sûr. Mais ce qui m'intéresse surtout dans cette nouvelle vague, c'est le regard féminin et comment nous, les spectateurs, peuvent bénéficier énormément de ce regard. Par contraste, il y a déjà le regard masculin, que nous savons qui est le regard le plus dominant. Ce regard masculin se justifie-t-elle? Je vais tenter d'analyser un film par le réalisateur Roger Vadim, dans Et Dieu créa la femme. On voit que le spectateur prend un certain plaisir et s'identifie avec le personnage masculin qui, à son tour, fétichise le corps de l'héroïne, Juliette. C'est en passant par là qu'on se rend compte qu'il existe un regard différent. D'abord, ce film de Roger Vadim est considéré comme précurseur ou même fondateur de la nouvelle vague. Le film montre une héroïne qui n'a pas peur et qui est même fière d'exhiber son corps. On voit une héroïne qui n'a nulle peur d'ambitionner une liberté amoureuse et qui s'en fout et se moque aussi des jugements qui sont portés sur elle par la société patriarcale. Nous voyons qu'elle bouleverse toute une famille, elle bouleverse toute une ville. Et ce film réussit à bouleverser le monde dans le cinéma. Dans Et Dieu créa la femme, nous voyons que Bardot révèle une facette d'un personnage qui n'avait jamais été dévoilé. C'était pour la première fois dans le cinéma une chose qui peut se passer et que se passera sans doute dans la vie. Alors, pour débuter la scène, nous voyons que la scène commence dans un court panoramique cadre, l'arrivée d'une voiture de luxe sur un paysage méditerranéen, quelque chose de sublime. Nous apercevons sur une terrasse avec une belle vue de Saint-Tropez, sur un plan d'ensemble, le personnage, Monsieur Eric Carradine, qui arrive chez Juliette. Après, nous voyons que le plan se coupe sur un gros plan pour apercevoir les jambes, mais surtout les pieds de la jeune vedette. Cela est filmé sur un plan rapproché. Le corps de la jeune héroïne est en pleine exhibition. Nous voyons qu'elle est nue, couchée sur le ventre, elle prend un bain de soleil. Nous sommes à ce moment-là, nous sommes en pleine scopophilie. On comprend que le corps de Juliette sera l'objet principal du film. Alors, que pouvons-nous dire sur les pieds en général? Alors, les pieds, c'est une partie du corps qui est vastement sensuelle. Il existe le fétichisme du pied, est une paraphilie le plus répandue dans le monde. Donc, alors, ce n'est pas la création de la femme à partir d'une côte de l'homme, mais plutôt la création de la femme à partir des pieds très sensuels. Quand l'homme, alors M. Eric Carradine, s'approche de la jeune demoiselle, ça ne la dérange pas. Cela nous enseigne qu'elle ne sera pas la femme conventionnelle que les hommes avaient l'habitude de fréquenter et d'admirer au cinéma et dans la vie à l'époque. Juliette est plutôt une
une jeune fille qui joue sur sa sensualité et qui s'amuse. Monsieur Carradine, la scène commence et il dit, vous avez des pieds de marquise. Elle répond, vous avez un culot de diable. Et il lui répond à son tour, j'ai apporté la pomme. Le réalisateur joue un peu avec les mots et fait référence un peu à la Bible et au péché originel que nous héritions, celle d'Adam et Ève. J'aimerais aussi dire qu'à ce moment-là, quand nous voyons les pieds de Brigitte Bardot, nous, les spectateurs, on se trouve dans une sorte de transe non volontaire parce que nous ne voulons quand même tous pas objectifier les pieds de Brigitte Bardot. Alors, nous pouvons détenir cette objectification sexuelle que nous faisons. Si nous la pouvons le détenir. Alors, le fait de limiter une personne à son apparence, c'est une chose qui est hyper déshumanisant. Il ne faut pas que l'on se laisse persuader qu'une femme est un objet de quelque chose qui existe juste pour se faire observer et pour se faire contempler. On parle d'un regard masculin vastement intense, qu'il arrive à devenir le point de vue intérieur de la femme. C'est-à-dire que l'homme qui observe la femme, la caméra qui observe la femme, conditionne les spectateurs, mais surtout les femmes, et comme je disais, les conditionne avec ce message de l'extérieur, que l'extérieur vaut mieux. Quelle est la chose la plus importante du genre féminin? Ce regard masculin, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte une sorte de ce que je vais appeler plus tard l'idéal féminin, c'est-à-dire une femme parfaite sans faute. Et cela est vastement bête et immoral. Et aussi, ça va au contraire des règles du monde. Parce qu'il n'y a pas de personne parfaite. Il n'existe pas de femme parfaite. Pour moi, la femme est parfaite à cause de ses imperfections. Trouver la beauté sublime à travers les imperfections, cela me paraît plus juste. Mais malheureusement, le regard masculin dont nous discutons aujourd'hui arrive à conditionner la femme à se regarder et à donner énorme importance à son apparence physique, la manière qu'elle se voit, la façon dont elle marche, comment elle parle, se comporte, les robes qu'elle porte, etc. Cela ajoute des troubles mentaux chez nos filles, nos sœurs, nos mamans et compatriotes. C'est pour cela qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont en thérapie. Le regard masculin, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il devient réel pour la femme, qu'il soit réel dans la vie ou dans sa tête. Dans ce système patriarcal-là, les femmes sont valorisées complètement par le corps. L'idéal féminin n'est-il pas l'opposé de ce que fait le corps naturellement? L'idéal féminin, on peut dire que c'est une femme mince, sans rides au visage, sans cellulite, etc. Et cela va à l'opposé, comme je disais, de ce que ressemble le corps, ce que ressemble notre monde. Le regard masculin va à l'opposé de ce que ressemble le monde. Le monde, c'est vivre, c'est comme vivre dans le délire et l'accepter. Cela nous rendra plein de problèmes quand il s'agit de bien-être mental. Ce système de pensée qui nous a imposé est un système d'homogénéité et il faut le changer. Plus loin, nous voyons que nous voyons que dans le personnage de Roger Vadim, et plus notamment le personnage de Juliette, une sorte de confiance en soi. Vadim donne le pouvoir à la femme de choisir son destin. Souvent, ce sont des femmes qui agissent sur leurs désirs, comme le fait l'homme.
Il y a un autre aspect sur le rôle de Juliette. Dans Dieu créa la femme qui parle de femme libre, la femme fatale et rebelle, nulle sous le contrôle de l'homme, alors nulle sous le contrôle de la société patriarcale qui règne à ce moment-là. Et cela fait changer les choses. La femme ne peut pas faire ce travail seule parce qu'on vit dans un monde patriarcal. Alors il faut que nous les écoutions et que nous nous rendions sensibles à la cause et questionner la chose pour qu'il change après. Il faut surtout travailler sur le regard féminin. Il faut identifier autour de nous les scènes, les gestes, les points négatifs qu'il y a sur les femmes et les déconstruire pour créer une société beaucoup plus juste envers les deux sexes. Dans Et Dieu créa la femme, c'est vrai que Roger Vadim filme dans un regard masculin, mais l'actrice, avec beaucoup plus de souplesse et beaucoup plus d'esprit, joue un rôle très bien et ajoute une sorte d'intelligence et de femme forte. Les deux, Vadim et Brigitte Bardot, grâce à Et Dieu créa la femme, changent les choses en ajoutant un regard féminin. Je dirais plutôt un autre regard, qui est ni féminin ni masculin, parce que nous voyons que c'est après qu'il devient un regard féminin. Mais à l'époque, d'après moi, il faisait la nouvelle vague et décide d'ajouter une dimension au personnage femme, parce que, comme nous l'avons remarqué, le monde et les gens sont beaucoup plus complexes qu'une simple attirance physique. Le regard masculin développe en nous des sensations de scopophilie et de voyeurisme. Le regard féminin développera en nous des perceptions d'inclusivité et humanitarisme. Par contre, dans le regard masculin, nous apprenons à nous identifier avec l'homme qui domine aux dépens de la femme. Ce qui est pire est que ce regard masculin nous domine tellement que nous ne nous rendions pas compte du sort, nous l'acceptions tout court et sans le questionner. Mais il faut le questionner. Comme le fait Vadim, il met le personnage femme à l'avant-plan du contexte. La femme ne joue pas, elle l'est. Nous voyons plus tard dans la scène du bateau, la femme n'est pas à l'arrière-plan. C'est vrai qu'il existe un système, un style hollywoodien cliché d'une gazelle en détresse et l'homme qui apparaît comme le sauveur. Mais c'est la gazelle, alors c'est Juliette, c'est elle qui a le dernier mot. Alors, sur cette scène-là, nous voyons qu'il y a un plan d'ensemble. Ce qu'on aperçoit sur ce plan, c'est Antoine qui nage au milieu de la mer envers un bateau incendié. On dirait une toile bleue de mer avec des milliers et des milliers de tons de bleu. On dirait le paradis. Le bateau est en feu et est filmé sur gros plan. Le plan suivant est un plan général. Juliette et Antoine à quelques kilomètres d'une plage désertée. Il est épuisé, mais il arrive à s'en sortir. Toujours au paradis, et sur un plan rapproché, Juliette, la gazelle. Alors, quand on dit gazelle, la gazelle est l'emblème intemporel de la beauté et de la liberté et de la féminité. Alors, sur ce plan rapproché-là, Juliette, la gazelle, se métamorphose en dragonne forte, mystérieuse et puissante. Ce n'est plus la petite demoiselle qui a failli de se faire tuer, de se faire noyer en naufrage dans un bateau incendié. Non, il y a une sorte de juxtaposition énorme qui remet en évidence la question du regard autre. C'est à ce moment-là qu'il existe un autre regard, le regard féminin, sincère dans la scène, encore les pieds magnifiques de Brigitte Bardot. Elle lui piétine avec beaucoup de conviction, le cou, mais avec beaucoup de douceur et de sensualité. Il y a une dominante sensualité. Toujours sur gros plan, nous apercevons des écumes de mer pour signaler une période de transformation. Il va se passer quelque chose. Sur plan
d'ensemble, le corps presque nu de Julia, allongé sur le sable, joue toujours sur la sensualité. Elle n'a nulle peur d'exprimer le désir sexuel. Elle est seule avec l'homme qu'elle aime, comme dans un buffet de succubes. Celui-ci ne peut réagir qu'une seule manière, et sa virilité ne lui fait aucun doute. La chose est faite, ils font l'amour. Sur le plan rapproché, nous voyons fuir Antoine et nous voyons Juliette se boutonner la blouse. La faute est à elle. On tente de donner tort à Juliette, comme Eva a eu tort dans la Bible. On dit que le spectateur s'identifie avec le regard masculin. Mais, n'est-ce pas le regard féminin que nous venons de déchiffrer? Voilà ce que fait Roger Vadim. Il crée, comme Dieu conçut le monde, l'une des scènes de nouveauté les plus anticonformistes qu'il a eu à ce moment-là. Il nous apprend à penser avec son art. Il y a une sorte de mise en confiance avec les héroïnes dans le film de Vadim. Le cadre dont je vous ai parlé, le cinéaste décide de capturer la dominance patriarcale, c'est vrai, avec les choix des limites des images et du décor, etc. Mais puis après, nous voyons le personnage femme se métamorphoser en femme forte et indépendante, en femme dynamique et active qui décide de prendre son destin en main et agir sur les impulses et le désir. Plus tard, elle deviendra sûre d'elle avec plus de conviction et nous aboutirons à nous identifier avec elle, qui commence par regard masculin, se terminera en regard féminin. Je cite le chercheur Sébastien Le Pajolec dans un article en 2010. Il dit, dans la France d'avant la libération sexuelle, on blâme la jeune fille qui pratique l'amour hors mariage. Cette condamnation est souvent prononcée par des personnages féminins plus âgés que les fautifs. Dans Et Dieu créa la femme, l'attitude de Juliette est dénoncée par sa mère adoptive. Filmer le corps de Juliette de cette manière nous force à penser. Comme Gilles Deleuze qui dit que le corps parle au cinéma. Le corps de Juliette nous force à penser. Je parle alors de la dernière scène, une scène qui a été interdite dans plusieurs pays, avec le code Hayes. Mais il a été interdit parce que ce système patriarcal donne raison que les hommes au cerveau d'huître ont peu d'esprit. Vadim, lui, il est en avant de son temps. Il change les choses et donne autre dimension au rôle de la femme, comme nous en avons vu, une autre manière de percevoir la sensualité et la liberté. Nous voyons que l'improvisation de le réalisateur est moins en contrôle. Mais je préfère même dire qu'il n'est pas du tout en contrôle. Brigitte Bardot dit, et je cite, « Je ne joue pas, je suis ». Brigitte Bardot, dans la scène que je vais vous raconter, la scène que je vous ai racontée, la scène du paradis auparavant, la scène de la plage, elle est extraordinaire. Il y a du regard féminin, pas encore compris à l'époque, par la foule, et c'est pour ça qu'il y eut des interdictions dans certains milieux. Ça a dû choquer. Et alors, on retourne sur la scène de danse. Nous voyons que Brigitte Bardot, alors Juliette, se laisse libre. Elle se laisse libre à ses instincts et danse comme elle a envie. La dernière scène du bar, quand Juliette danse d'une manière provocative, à tout moment, au milieu de la scène, nous voyons qu'elle est sur une table et puis qu'elle saute par terre
Après ça, nous voyons que la caméra se rapproche sur un gros plan, puis d'une sorte d'axe de prise de vue, de contre-plongée, on aperçoit la belle jambe longue de la vedette. Elle danse toujours, elle passe les mains de bas en haut, les mains s'approchent au sexe. Nous voyons aussi qu'il y a des plans de coupe entre divers hommes. Nous voyons un plan de coupe et la caméra se tombe sur le visage de son mari, Michel Tardieu, sur le gros plan. On aperçoit qu'il est la perplexité de ce personnage. Et nous voyons aussi qu'il a envie de quelque chose. Il a envie de heurter Juliette. Il a envie de sang frais. Sang frais. Nous voyons que Juliette est entourée de regards d'hommes, de regards masculins. Mais il existe aussi dans cette scène un autre regard. Un regard qui s'éloigne du regard masculin sans pourtant être. Je parle du regard féminin. C'est drôle de dire qu'il a fallu d'une scène aussi un peu choquante à l'époque pour mettre en évidence le pouvoir incorporel d'une femme libre et indépendante qui reprend son destin en main. Elle n'a ni peur d'être jugée, ni envie d'être soumise par son mari, par le frère de son mari, par les autres hommes, dans les autres personnages masculins, etc. C'est une scène qui a plusieurs tranches aussi. En premier lieu, Juliette fait ce qu'elle a toujours aimé. On apprend au tout début du film qu'elle a de la passion pour la musique à ce rythme mambo, à ce rythme afro-caribéen. Alors elle danse. La danse n'est pas juste une simple danse inoffensive parce qu'elle est entourée d'hommes. Ce sont les hommes qui la jugent. Ce sont les hommes qui disent que c'est une danse provocative et qui choque. Et cela n'est pas vrai. J'aimerais aussi mentionner que c'est un film tourné en France dans les années 50. Et il existait en France à ce moment-là, et il existe toujours, envers les autres appartenances sociales, plus notamment les hommes noirs, des discriminations racistes. Alors, une femme blanche et très blonde au milieu d'une bande de musiciens d'origine afro-latino a une haute signification. Une autre et haute signification. Juliette est à la fois en train de faire le féminisme, mais aussi de l'émancipation des minorités. C'est un combat de lutte, un combat de lutte à la fois contre le sexisme et le racisme. En provoquant une scène comme celle-ci, l'héroïne va incarner plus tard chez les futurs réalisateurs et actrices ce que nous appelons aujourd'hui le regard féminin. C'est elle, mais elle réussit aussi à transmettre la diversité dans le cinéma français. Ah oui, plus tard, si nous voyons inclure des personnages noirs avec des rôles beaucoup plus importants, plus notamment des femmes noires au cinéma, c'est grâce aux films de ce genre. Le rejet des conventions traditionnelles du cinéma qui prouvent la nouvelle vague aurait pour but de changer les choses et rendre la société plus tolérante, plus tolérable. Roger Vadim est un exemplaire de la nouvelle vague. Il avait une nonchalance qui faisait partie de son élégance. Il aimait tourner très vite, il était un homme créatif et sut se montrer en avant de son temps. Alors, comment ce réalisateur très connu et très respecté dans le cinéma représente-t-il les personnages féminins dans ses œuvres? Dans Et Dieu créa la femme, Juliette est représentée comme une jeune femme légère mais libre de ses actes, elle devient un individu à corriger aux yeux de l'opinion publique. Elle est menacée par ses parents d'être renvoyée à l'orphelinat. Même son mari Michel la menace de mort. Elle perd presque sa vie. C'était un premier véritable choc. Il y a une représentation du désir féminin. Nous voyons aussi dans La Liaison dangereuse, un autre film écrit par Roger Vadim, nous voyons que le personnage passe aussi aux cibles de cette opinion publique. Il choisit
Brigitte Bardot, au lieu que d'autres actrices, ce n'est pas juste parce qu'il est l'époux. C'est vrai que c'était le premier film, alors que Dieu créa la femme, était le premier film où Brigitte Bardot tient un rôle principal. Nous voyons que Brigitte Bardot s'identifie avec Juliette un peu parce que Juliette est une femme mariée, mais qui est amoureuse de notre. Alors, et Dieu créa le désir féminin parce que Juliette est obéissante seulement envers son plaisir. Comme par hasard, un an après la sortie du film, le couple se divorce. Roger Vadim et Brigitte Bardot se divorcent. La blonde, elle aussi, tombe amoureuse d'un jeune comédien, Jean-Louis Trintignant. Un peu similaire au personnage de Juliette, qui est amoureuse de notre âme. Il est nécessaire de rappeler, comme je l'avais dit tout à l'heure, que le cinéma hollywoodien est régi par le code Hays qui a mis sur pied en 1937. Il est interdit de montrer le nombril, le sexe ou le regard d'un personnage sur le corps. Vadim, lui, il rompt ces règles. Nous voyons dans Barbarella, sorti en 1968, Vadim dépicte aussi une femme très sexy. Déjà dans l'introduction, on voit Barbarella enlever son costume, on voit ses mains, ses cuisses, sa tête, elle est nue. Le réalisateur réussit à montrer les seins de la belle vedette de cinéma, Jane Fonda. C'est drôle de dire qu'un personnage de femme super-héroïne, son seul talent est de se déshabiller et de baiser, comme si les femmes ne savent pas faire autrement. C'est faux. C'est quand même un film féministe parce qu'il donne du pouvoir à la femme. Dans le film, Barbarella est torturée pour avoir profité de sa sexualité, similaire aux menaces patriarcales auxquelles les femmes étaient confrontées à l'époque. Barbarella porte aussi une arme à feu et elle aime le sexe. Comme dans Et Dieu créa la femme, l'arme à feu peut représenter cet objet phallique que portent les hommes et cela fait peur à l'homme. Parce que l'homme a peur de la castration et domine les femmes à travers cette peur-là. En 1958, Vadim rencontre une autre actrice, Annette Stolberg, et lui offre un rôle dans La Liaison dangereuse, sorti en 1960. Un film qui montre aussi le plaisir de l'être humain et qui démontre sa limite. Vadim montre que les femmes peuvent se donner le privilège de se laisser aller par le désir, plus particulièrement le désir sexuel. Le patriarcat fait croire que la sexualité a pour seul objectif la reproduction quand il s'agit de femmes. Cela est faux. En France, la nouvelle vague insère dans certaines scènes des déclencheurs qui, avec le temps, font changer les choses. Les personnages, les spectateurs et plus loin la société est affectée et change. Ce sont des femmes qui, malgré leurs imperfections, alors imperfections impliquées par une société patriarcale, ce sont des femmes qui, malgré ces imperfections, restent très sérieuses, mais en même temps très enfants et très jeunes, très intelligentes et très belles. Certaines d'entre elles ont le goût pour le travail et pour le plaisir. Les jeunes filles que représente Vadim sont mieux décrites par la citation que fait Paul Morand, écrivain français. Une jeune fille aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près un jeune homme d'hier. Une jeune fille aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près un jeune homme d'hier. Merci.